Bonjour à tout le monde. Bienvenue dans ce webinaire Languedoc. Excusez-moi pour la voix, mais je ne parlerai pas beaucoup, heureusement. Mais vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux à venir sur ces webinaires. Donc celui-là, il est réservé aux cépages historiques en Languedoc. C'est un sujet qui nous prend à cœur parce que ces cépages patrimoniaux dits complémentaires dans le cahier des charges sont aujourd'hui à 10%, et on espère vivement que l'INAO va les mettre à 20%. On va leur demander en tout cas de les faire passer à 20%. Je sais que certains administrateurs, comme Jean-Pierre Venture et d'autres, s'accrochent un tout petit peu et vont pousser l'INAO pour les mettre à 20%. Et c'est quelque chose que nous avons, il y a 3 ans, avec Bruno Loquet, on avait organisé une matinée sur ces cépages historiques avec Jean-Michel Boursicot, qui est aujourd'hui retraité, et avec des dégustations. C'est vrai que par rapport au Covid, on ne peut plus refaire ces journées-là, mais on les refera certainement parce qu'il y a une grosse demande de la part de vignerons, de nouveaux vignerons, de jeunes vignerons qui, depuis 3 ans, ont replanté certains cépages, ont planté certains cépages, et donc on pourra aussi vous les faire déguster à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est Olivier Llobregat, j'espère que je dis bien son nom, de l'IFEV, que je ne connaissais pas il y a quelques mois ou il y a quelques jours, mais on a pu partager ensemble. Et c'est vraiment un grand plaisir, Olivier, de t'avoir ce soir et de pouvoir participer à ce webinaire. Sandrine Vimont, vous la connaissez. C'est elle qui nous permet naturellement, au niveau de la communication interne, de gérer tout ce côté matériel, en tout cas, et de gérer aussi les prochains webinaires, donc je vous en parlerai un tout petit peu à la fin, qui seront sur la géologie. Olivier, je ne vais pas parler plus longtemps. Merci, et je te remercierai à la fin naturellement aussi. Et je sais que tu as des remerciements à faire, et je te laisse la parole. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, posez-les. Sandrine vous répondra ou posera la question à Olivier. Voilà. Écoutez, voilà, par la petite icône questions et réponses qui est en bas avec les petites bulles, là, vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas. Olivier, c'est à toi. C'est à moi. Bien, merci bien. Donc, on va s'intéresser effectivement au patrimoine ampélographique du Languedoc-Roussillon. Donc, il y aura quelques redites, évidemment, par rapport à ce que Jean-Michel Boursicot vous avait présenté, mais je suppose que tout le monde n'a pas tout retenu, et quelques originalités par rapport à l'évolution de la situation de ces variétés. Donc, je remercie les collègues parce que ce sont toujours des œuvres collectives, ce genre de présentation, évidemment. On travaille beaucoup ensemble avec les quelques personnes qui s'occupent de matériel végétal. Donc, Jean-Michel Boursicot, déjà cité, Thierry Lacombe, Ingrad Vassal, et aujourd'hui, successeur de Jean-Michel Boursicot au poste de professeur à l'Agro-Montpellier. Didier Viguier, une personne très importante de par son travail dans la Chambre d'agriculture de l'Aude. Mon collègue Laurent Audeguin et Jacques Degaille de France Agrimaire qui m'a donné certaines données chiffrées. Donc, on va attaquer tout de suite par une petite présentation du contexte du panorama variétal en France, le catalogue, le champ des possibles, on peut dire, ce qu'il est possible de planter au niveau viticole. Donc, ce catalogue, vous voyez rapidement sa structuration, 397 variétés à raisin plus 31 porte-greffes, dont on ne parlera pas aujourd'hui. Si on s'intéresse aux cépages, aux variétés de cuves, on a en tout 285 variétés de cuves, si on exclut les 25 hybrides, variétés résistantes hybrides, qui sont au catalogue en cépages, en variétés de cuves. Donc, 285 variétés de cuves, cépages traditionnels. Sur ces 285, il y en a 191 qui sont des cépages traditionnels français, c'est-à-dire des vieilles variétés traditionnelles. Donc, 191 cépages patrimoniaux anciens français, certains très célèbres et d'autres beaucoup moins. Le complément par rapport aux cépages de cuve est formé de 39 cépages qui sont des croisements entre d'autres cépages. Par exemple, vous connaissez le Marselan, Grenache, Cabernet Sauvignon, vous connaissez le Caladoc,
Grenache Côte par exemple, des cépages modernes issus de croisements, 55 cépages traditionnels étrangers, l'Alvarinho, le Montepulciano, un certain nombre d'autres variétés qui ont été inscrites au catalogue français, le Grenache, par exemple, qui est aussi d'origine étrangère, espagnole, et 25, ces fameux 25 variétés résistantes hybrides de cuve dont on ne parlera pas aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet. Voilà un petit peu la structuration du catalogue. Un petit mot de contextualisation par rapport aux cépages patrimoniaux, pas aux cépages délaissés, aux cépages secondaires, aux cépages de collection. Parfois, on leur donne des noms divers et variés pour parler de ces variétés qui ont un petit peu été mises sur la touche de la culture depuis un certain nombre d'années pour certaines d'entre elles. Donc, il y a un mouvement de fond, d'intérêt au niveau français, mais pas seulement français, européen et même mondial, par rapport à ces variétés secondaires. Ça, c'est un premier élément de contexte. Il s'est traduit en France ces dernières années, depuis 2006, par l'inscription de 36 de ces variétés secondaires. Vous avez ici la liste avec la localisation un petit peu des vignobles qui ont demandé leur inscription. Beaucoup de vignobles de l'arc alpin, par exemple, du couloir rhodanien, du sud-ouest, etc. Au niveau Languedoc, on peut signaler l'inscription du Carignan gris et de l'œillade au catalogue. Donc un mouvement vers un petit peu de redécouverte et de réappropriation de ces anciennes variétés. Pour être complet aussi, parce que ça va être un des sujets, 29 cépages étrangers ont été inscrits récemment, aussi depuis 2006, dans un but principalement de fournir des solutions d'adaptation aux évolutions climatiques. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de ces variétés qui ont été inscrites qui proviennent de régions chaudes et sèches, où ils sont connus pour résister à des conditions extrêmes, Grèce, Italie, Espagne, Portugal par exemple. Donc 29 cépages étrangers. Vous retrouvez toutes ces données sur le site du catalogue français, que vous avez ici, le site Plant Grape, où toutes les données sont fiables. Il a été remis à jour récemment avec beaucoup de nouveautés. C'est une source très fiable de description et de comportement des variétés, parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet qui ne sont pas forcément toujours très exactes. Voilà, le site du catalogue français, de ces clones sélectionnés, des porte-greffes, des fiches assez complètes. Alors, on va s'intéresser maintenant, entrer dans le vif du sujet, au cépage historique du Languedoc-Roussillon. Alors, ce qu'on peut dire juste en guise d'introduction, c'est que, on va le voir, on va le détailler, ces cépages ont de multiples origines, autochtones, étrangères, métissage des deux, etc. C'est lié évidemment à l'ancienneté de la viticulture dans le Languedoc, qui a fait partie des premières régions significativement implantées en vigne sous la domination romaine, qui s'est exercée un petit peu plus tôt dans la région que sur le reste de la France. Par le passage de multiples voies de communication, aussi dès l'époque romaine, des voies qui faisaient le lien entre les possessions, les zones alpines et l'Espagne, évidemment passées par le Languedoc-Roussillon. Donc tout ça a favorisé un petit peu le brassage et l'implantation de vignobles. Le climat a toujours été méditerranéen. Vous savez que le climat évolue au cours des âges. Il y a eu des réchauffements, il y a eu un petit âge glaciaire au Moyen-Âge, etc. Mais on est quand même resté globalement dans un climat méditerranéen. Donc les variétés qui ont poussé, qui ont été cultivées là, sont on peut dire avec un a priori qu'on avait certains probablement facteurs d'adaptation aux conditions locales, qui pouvaient être conditions de sécheresse, de chaleur, qui pouvaient leur amener les hommes à sélectionner plutôt des cycles un petit peu longs, des équilibres acides, enfin en tout cas des raisins qui se tenaient bien sur souche malgré les conditions de stress et de chaleur qu'il pouvait y avoir. Donc on peut dire a priori qu'on pourrait avoir dans ces cépages languedociens un vivier potentiel de variétés adaptées aux conditions languedociennes. Voilà. Alors, arbitrairement, on les classe en 4 groupes, enfin pas si arbitrairement que ça, en 4 groupes en fonction de leur origine, ces variétés qui se sont implantées historiquement dans le Languedoc. Des variétés introduites de l'étranger depuis très longtemps, des premiers temps de la conquête romaine, des variétés déjà sélectionnées sont arrivées avec les conquérants. On a au moins la preuve pour une, qui est le muscat à petits grains, dont on a retrouvé le berceau originel qui est dans la Grèce, probablement en partie de la Grèce antique, a traversé la Méditerranée dans tous les sens et a fait souche un petit peu partout et a laissé des descendants. Donc c'est vraiment
l'exemple même, le muscat petit grain, d'une variété dont on est à peu près sûr, même certain qu'elle était là à l'époque antique. Voilà. Pour les autres, on ne peut que supposer parfois, mais on a beaucoup moins de preuves tangibles. Le groupe des cépages autochtones traditionnels, qui sont présents probablement pour certains depuis 500 ans, peut-être plus, mais là, les sources documentaires, elles manquent. Hein, ce sont des noms dans la littérature qu'on ne peut pas toujours relier à une réalité génétique actuelle, mais on a quand même des preuves de l'ancienneté de certaines d'entre elles. Localement, on va en parler. Ensuite, d'autres variétés introduites de régions viticoles françaises, voisines ou moins voisines, certaines de très longue date, et d'autres, un mouvement que vous connaissez depuis on va dire la seconde moitié du XXe siècle, avec le transfert de pas mal de cépages de vignobles français. On va y revenir. Et enfin, un autre groupe, c'est toutes les créations variétales. À partir du moment où on a su diriger, polliniser, créer des nouvelles variétés, c'est début du 19e siècle, hein, avec les hybrides bouchers. En France, c'est là que ça commence, vers 1820. Donc, c'est toute cette gamme de variétés croisées, issues de croisements, que ce soit par l'INRA ou par des hybrideurs privés, quand on parle aussi d'hybrides résistants, depuis environ 150 ans, donc un peu plus. Voilà. Alors, si on parle, qu'est-ce qu'on considère aujourd'hui comme faisant partie vraiment des cépages traditionnels, c'est-à-dire autochtones, qui sont probablement nés d'un semis, un cépage né toujours d'un semis avant d'être propagé végétativement, dans le Languedoc-Roussillon. Vous les avez ici, vous en connaissez quand même, vous les connaissez, je pense, à peu près tous. La Ramon, avec ses 3 couleurs, le Riverain, qui porte comme nom ancien l'aspirant dans la littérature, avec 4 couleurs. Alors, cette histoire de couleurs, je peux le signaler tout de suite, c'est une espèce de marqueur d'ancienneté et de diffusion de la culture. Ça veut dire, grosso modo, que les cépages ont été beaucoup diffusés sur un pas de temps assez long, et ça favorise statistiquement le fait qu'il y a des mutations majeures qui peuvent apparaître, et donc ces mutations de couleurs qui sont repérées et repropagées, soit accidentellement au milieu des autres, soit volontairement, parce que c'est bizarre de repérer une souche blanche au milieu d'un ensemble de souches noires. On l'isole et on la repropage. Et donc, c'est un marqueur d'ancienneté et d'utilisation, c'est-à-dire de diffusion de ces variétés. Vous voyez qu'il y a beaucoup de ces variétés qui ont les 3 couleurs, voire pour le Riverain, 4 couleurs, avec une nuance de rouge un peu plus foncé que du gris. Voilà. Donc, pour citer les autres, le Cinsault et le Yade, de variétés apparentées, le Terrette et ses 3 couleurs, et le Picpoul et ses 3 couleurs également. Et comme variété qu'on peut considérer comme autochtone aussi, en provenance du pays catalan, des Pyrénées-Orientales, le Jaumet et le San Antoni, sachant qu'il y a beaucoup de variétés issues qu'on peut trouver en Roussillon, qui sont originaires de la partie espagnole de la Catalogne. Alors, depuis que on dispose des analyses génétiques, on arrive à retracer un petit peu les arbres généalogiques de ces cépages. Là, je les ai disposés, les principaux. Juste, qu'est-ce que ça signifie? Alors, le petit code de couleur, les cépages traditionnels, je les ai mis là en jaune clair, les cépages autochtones languedociens. Les bleus, ce sont des cépages provençaux. Hein, donc, on le détaillera tout à l'heure. Il y a une origine d'un mouvement est-ouest à partir de la Provence, et peut-être qu'avant la Provence, probablement, là, on revient peut-être à l'idée que les conquérants romains sont arrivés avec des variétés qui après se sont diffusées, se sont métissées, etc., et ont été sélectionnées à d'autres endroits. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a 2 ancêtres qui ont pour nom des cépages qu'on a aujourd'hui encore en collection, l'Oulivin et le Pougayen, qui ont la particularité d'être des cépages femelles. Ça, c'est un marqueur pour nous d'un côté un peu archaïque de la variété. Les variétés cultivées ont été sélectionnées hermaphrodites. Pollinisation beaucoup plus efficace que d'attendre un pollen qui viendrait d'une autre souche. Voilà. Donc, ces 2 variétés anciennes qu'on considère comme étant provençales sont probablement des variétés qui étaient là depuis longtemps, et on voit qu'elles sont à l'origine, elles sont assez loin dans les arbres généalogiques
elles sont à l'origine de pas mal de variétés provençales et languedociennes. Voilà. Et on en a aussi, comme la clairette, le bourboulin, qui n'ont pas de relation génétique, ou le picardan, pas de relation génétique directe avec d'autres. Donc, bon, leurs ascendants se sont perdus dans la nuit des temps, c'est ce qu'on va dire. Et c'est probablement des cépages aussi très anciens. Un petit mot avec la présence du bouet. Alors, le bouet, c'est un cépage aussi très ancien. C'est le principal géniteur de l'encépagement européen. Il s'est baladé partout, probablement originaire du nord-est de la France, peut-être du nord-est de l'Europe. Les avis divergent sur son origine lointaine. Mais en tout cas, il a donné dans la région l'aramon, ce qui n'est pas rien, même si ce n'est pas dans le Languedoc qu'il a le plus de descendants. On en trouve dans toute l'Europe des descendants, mais peu finalement par rapport aux autres dans le Languedoc. Voilà. Un petit peu comment on peut lire ce spectacle, ce petit diagramme, et ça veut dire par exemple aussi que le riveirenc est directement apparenté aux terrettes, à l'œillade et au cinceau. Donc ça aussi, ça montre l'ancienneté probable de ce cépage, comme je l'ai dit, appelé aspirant dans la littérature. Au niveau des variétés patrimoniales encore plus anecdotiques, en tout cas que celles que je viens de présenter, on découvre parfois au cours des prospections dans les vieilles parcelles des variétés qui génétiquement, déjà on ne les reconnaît pas visuellement, pélographiquement, et pour cause, parce qu'elles sont inconnues, et qui génétiquement s'avèrent originales. Donc là, j'ai cité les variétés, alors on les appelle plans 2, puis on met derrière souvent l'endroit ou le nom du propriétaire, là où ils ont été retrouvés, mais on arrive aussi à déterminer des relations génétiques pour ces variétés. Donc je vous les ai citées là, c'est vrai que certaines d'entre elles sont en conservation, de toute façon elles sont toutes conservées, et font l'objet d'évaluations parce qu'elles montrent un intérêt, une tardiveté, une moindre sensibilité à certaines maladies, etc. Et on arrive à retracer aussi des liens génétiques, souvent avec des variétés espagnoles. Ça, c'est l'illustration du deuxième flux dont on va parler, le flux génétique qui est remonté d'Espagne, très important dans la région. Voilà. Et des variétés comme le plan Grappi ou le plan de Las Rivos, où on n'a pas trouvé de relation génétique. Celui de Las Rivos, de façon anecdotique, on l'a trouvé aussi dans une parcelle du sud-ouest, Cahors, à côté de Cahors, il y a 2 ans, avec quelques collègues. Voilà. Alors, ces variétés traditionnelles, elles ont subi une évolution qui est, pour beaucoup d'entre elles, assez similaire. Vous voyez ici l'illustration ça sont les surfaces plantées en aramon en France, et vous voyez que, premier recensement complet, exhaustif, entre 55 et 58, travail de mise au point du cadastre viticole, donc recensement de toutes les parcelles, et depuis 58, publication de ce cadastre, l'aramon, il a subi une chute vertigineuse, il est parti de très haut, il est tombé de très bas. Ça s'explique, vous connaissez tous l'histoire, son usage a des rendements assez énormes, des coupages avec les vins d'Algérie, à un moment où on consommait un océan de vin dans notre pays. Et donc, cet usage s'est petit à petit érodé de façon même assez vertigineuse. Et donc, faute de maintien de ce type de marché, l'aramon, les surfaces en aramon se sont drastiquement réduites jusqu'à arriver aujourd'hui à des surfaces très faibles. Alors, cette évolution, voilà, alors l'échelle n'est pas la même. Le riveirenc, il avait commencé à disparaître bien avant l'aramon. Vous voyez, on est parti d'un peu plus de 100 hectares dans les années 50 et pour tomber à 6 ou 7 hectares aujourd'hui. Toujours une petite trace rélictuelle pour ce cépage très ancien, mais son usage s'était aussi complètement perdu. C'est cette évolution claire avec des illustrations des couleurs de grappes qu'on peut trouver sur cette variété. Pour le cinceau, c'est un petit peu différent. Son usage, son adaptation aux conditions chaudes et sèches, son usage pour des productions de rosé ou de rouge assez fruité, friand, etc. Fait que il y a même eu une hausse de son usage dans les années 60-70, suivi d'une petite chute, mais un maintien quand même, un nombre d'hectares significatif. Ça, ces évolutions, c'est vraiment lié au marché, c'est lié au type de vin que demande le marché et qu'on produit. Et évidemment, les évolutions peuvent, si des marchés nouveaux, autres, différents s'ouvrent, peuvent aller dans l'autre sens. Voilà, l'évolution du terret, toujours le même genre de courbe. Le terret, toutes ces 3 couleurs,
un effondrement, hein, donc autour un petit peu moins de 1000 hectares aujourd'hui, enfin les derniers chiffres disponibles de 2018. Alors, une exception notable, le Picpoul, grâce à sa forme blanche, hein, puisque le succès de cette variété fait qu'elle a été replantée du fait de l'intérêt pour le produit, hein, du Picpoul blanc. Donc voilà une évolution. Hein, quand une variété trouve son marché, est adaptée à son marché, voilà une évolution tout à fait favorable à la replantation d'une variété. Voilà. Alors l'œillade, pour en dire deux mots, ça a toujours été probablement un cépage implanté en mélange de façon très anecdotique. Les surfaces ont toujours été faibles, hein, en tout cas moins de 10 hectares, 11 aujourd'hui. Variété à gros grains qui a été utilisée pour la table probablement, et aussi pour le vin, vin léger, fruité. Voilà. Alors, le flux venant de l'Est à partir de variétés provençales, il est illustré par des variétés que vous connaissez, qui se sont implantées, hein, dans le Languedoc, mais qui sont originaires de la région de Provence. Au premier rang desquels la clairette, hein, le bourboulin, le calitor, qui s'est beaucoup promené, qui est plus très présent, voire quasiment plus, sauf dans des vieilles vignes, mais lui aussi qui a 3 couleurs. Et qui peut ressusciter un petit intérêt en Provence pour des productions de rosé, par exemple. Le Colombo, qui a traversé la France aussi jusqu'en Charente, par exemple. Quand vous connaissez le Vermentino, et voilà quelques autres, je cite quelques autres cépages que l'on a pu trouver, hein, le Bouteillant, le brun argenté, le brun fourca, le marocain noir et gris, cépage à gros grains qui sont aussi probablement assez anciens. En provenance de Midi-Pyrénées, il n'y en a pas beaucoup, à l'exception du Mozac, hein, dans la région de Limoux. Voilà. L'illustration, toujours, c'est cette désaffection pour certains cépages. C'est aussi concomitant au fait qu'on a eu une certaine concentration de l'encépagement depuis les années 50. Certaines variétés ont été implantées au détriment, dans le Languedoc, clairement, des variétés autochtones, ou en tout cas proches, hein, qui étaient très anciennement présentes. Ces variétés, vous en connaissez certaines. Alors, le flux d'Espagne, hein, qui lui est aussi très important. Alors, on le date depuis au moins le Moyen-Âge. Citation du Grenache, soupçon du voyage du Carignan, le long des chemins de Saint-Jacques et puis vers le Languedoc. Donc, le Mourvèdre, le Mourastel, toujours présent de façon anecdotique dans à peu près tous les vignobles des Pyrénées. On l'a retrouvé dans l'Aveyron, on l'a retrouvé dans le Gers, et évidemment sur la façade méditerranéenne. Voilà, vous avez ici une liste de variétés originaires d'Espagne, du pays catalan, comme le trépat ou le tourbat, qui sont passés par la Catalogne et ont parfois un petit peu dépassé les limites de la Catalogne. Le gibi, aussi, très ancien cépage, qui a donné quelques descendants, enfin beaucoup de descendants en Espagne, qu'on a retrouvé aussi en France. Voilà. Alors, les évolutions du Carignan, le Carignan, il a suivi un petit peu la désaffection pour les mêmes raisons que l'Aramon. Alors, il est parti de très haut, le Carignan, hein, premier cépage planté au monde, au rang mondial, hein, dans les années 50, place qu'il a gardée jusqu'à l'aube des années 2000, hein, de par ses surfaces plantées en France. L'Algérie française, c'était le cépage ultra majoritaire de l'Algérie française. Donc, on a culminé à des sommets en France. Aujourd'hui, il est en dessous, autour de 40 000 hectares de mémoire. Il a subi une désaffection, il a eu mauvaise presse. Fort heureusement pour lui, des producteurs ont montré la grande qualité de cette variété pour peu qu'on maîtrise sa vigueur et son rendement. C'est pour ça qu'il a la réputation, au moins pour le Carignan noir, d'être très qualitatif sur vieille vigne. C'est la maîtrise de la vigueur et du rendement. Ça s'agit un petit peu avec le vieillissement. Voilà. Bon, le Carignan blanc aussi a énormément subi la même érosion assez nettement. Cette érosion n'a pas été le fait du grenache noir. Par contre, on voit qu'il y a une décrue à peu près depuis les années 2000, autour de 2010,
Le potentiel alcoologène qui donne à certains endroits des produits de plus en plus chargés en alcool, peut-être qui correspondent moins au marché et aux demandes d'aujourd'hui, une érosion en cours du grenache noir. Voilà, bien que il ait bien la réputation parfaitement justifiée d'être adapté à la sécheresse, notamment. Voilà. Et ces autres couleurs subissent aussi cette érosion, avec une petite stabilisation quand même récente pour le grenache blanc et le grenache gris. Voilà. Alors le morastel, on n'est pas du tout à la même échelle. J'en parle pourquoi? Parce qu'il suscite un intérêt. Cépage originaire d'Espagne, tardif, qui maintient l'acidité, qui est mûr avec un degré relativement correct, relativement modéré, et qui donne des produits intéressants où on a des arômes poivrés nettement avec du fruit, qui correspond aujourd'hui à un certain marché pour des vins un petit peu moins concentrés, corsés, tanniques et alcoologènes que ce qu'on peut avoir aujourd'hui, par exemple, avec certains grenaches. Voilà, donc le morastel, un intérêt. Bon, pour l'anecdote, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, des cépages introduits d'autres pays de façon très ancienne, je vous ai parlé des muscats, muscat à petits grains, donc les 3 couleurs aussi. Plus récemment, au Moyen-Âge, le nid blanc, qui est probablement rentré par la Provence, parce qu'il est originaire de Toscane. Et plus récemment, vers 1800, le Furmint de Hongrie. La grande vague aussi grande vague des nouvelles variétés qui a commencé avec les variétés teinturières de M. Boucher, avec en tête l'Alicante Boucher, jusqu'à 35 000 hectares recensés en 58 d'hybrides bouchers, d'hybrides de teinturiers qui venaient amener de la couleur à l'océan d'Aramon, et les vins d'Algérie y amenaient du degré. Voilà. Donc là aussi, érosion petit à petit. Et dans le pool génétique, on va dire, qui a pu être employé dans la région, il ne faut pas oublier non plus les nouvelles variétés, majoritairement les variétés issues des croisements de l'INRA entre cépages. Vous avez peut-être entendu parler du Chazan, vous connaissez probablement le Caladoc, le Marcellan, qui se sont un peu développés dans le Languedoc, et il y en a d'autres qui ont été expérimentés et inscrits au catalogue. Je pense par exemple au Cabestrel, cépage très tardif, qui peut avoir un intérêt, croisement de Mourvèdre et de Cabernet Sauvignon, donc un cycle très, très tardif, ou la Rinarnoa, cépage issu de Cabernet Sauvignon et de Tanat, par exemple, tout comme l'Ekigaina, qui sont en cours d'expérimentation, le Ferradou, descendant de Fer Servadou, en cours d'expérimentation déjà dans le sud-ouest depuis 2 ans. Voilà, il pourrait amener quelque chose. Voilà. Alors, okay. Oui, alors récemment, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, ce qui a supplanté majoritairement les variétés dont on a pu constater la chute importante des surfaces, les variétés traditionnelles ont été supplantées par la Syrah, les importations, les introductions d'autres régions qui ont alimenté les plantations de vins de pays, d'IGP, dans le Languedoc. Donc Syrah, Chardonnay, Pinot, Sauvignon, etc. Cabernet Sauvignon, Merlot, voilà, vous les connaissez. Ce sont ces cépages-là qui sont venus un petit peu se substituer à la Ramon, au Carignan, au Terrette, etc. Tous ceux qui a perdu du terrain. On a aussi la présence qui a tendance à augmenter de variétés étrangères introduites récemment. On peut citer l'Alvarinho, qui est une des premières à pénétrer, le Touriga national portugais et quelques autres qui aujourd'hui, de par les adaptations qui permettent aux évolutions climatiques, intéressent un certain nombre de producteurs. Voilà. Alors, à ce stade-là, il me faut parler de l'importance de la conservation, de l'étude, de la prospection, de la recherche et de la conservation de ces variétés. Je vais passer rapidement, mais pour dire que dans le Languedoc-Roussillon, il y a beaucoup de conservatoires qui ont été implantés dans les différents départements. Et c'est à partir de ces conservatoires et de pas grand-chose d'autre que peuvent s'étudier, se redévelopper, se replanter des parcelles d'essai
ou directement des parcelles de vignerons à partir du moment où du matériel clairement identifié et sain a pu être implanté, mis de côté, préservé et cultivé dans ces collections. Donc, c'est un enjeu majeur, peut-être un peu parfois négligé, méconnu pour la profession viticole. J'en profite pour le signaler. Les conservateurs de vignes, c'est une richesse française. Il y en a beaucoup en France. Il y a un travail dans toute la France, mais ce sont des réalisations qui tiennent parfois à un fil, à une personne qui travaille, etc. On a eu déjà des exemples de pertes de matériel liées à des changements de personnel, etc. Il y a un réseau quand même qui est aujourd'hui des conservatoires de vignes qui chapeautent un petit peu et qui coordonnent tous les travaux, mais on voit aujourd'hui, avec l'intérêt pour les ressources génétiques patrimoniales, l'importance de ces conservatoires. Alors, pour les citer rapidement, conservatoire des vieux cépages de Minervois, à Féline, planté en 2004, vous voyez, 42 cépages. Alors, à chaque fois, le processus est le même, des prospections sur les parcelles de la zone, repérage, analyse génétique, analyse sanitaire et implantation de parcelles. Vous voyez, un certain nombre de variétés mises en expérimentation, dont un inconnu, qui n'est pas présent en collection avant qu'il soit trouvé lors de ces prospections, qui est en expérimentation, l'inconnu, bon, pour l'instant nommé Grappi numéro 3, qui semble montrer un intérêt peu sensible à l'oïdium et un bon équilibre sucre-acide, pas trop alcoogène, par exemple. Voilà, un des exemples. Conservatoire récemment implanté après des années de prospection dans une région magnifique, les Hautes-Corbières, sur Castelmort, qui regroupe 55 cépages qui ont été trouvés lors de ces prospections avec un inconnu, ce fameux plan de Las Rivos, des choses extrêmement rares, originaires parfois d'Espagne, d'un petit peu partout, ou du sud-ouest, comme le Canari, cépage originaire de l'Ariège. Une forte diversité du Carignan, notamment aussi, différents clones, expressions du Carignan. Enfin, et un plan inconnu, le plan de Rubia, qui est aussi à laisser chez un vigneron, parce que lui aussi, tolérance à la sécheresse et bonne acidité. Les conservatoires ça on parlait de conservatoires de variétés, de cépages, diversité, on dit intervariétale, diversité variétale, mais il faut parler aussi de la diversité au sein des cépages, la diversité clonale, qui est aujourd'hui les ressources qui sont aujourd'hui les ressources de la sélection. Donc le Carignan, l'Aramon, le Riveirinck, la diversité de ces variétés a été recherchée, introduite en collection et conservée, ce qui permet de sélectionner et d'offrir à la viticulture, dans le meilleur des cas, un certain nombre de clones représentatifs de la diversité du cépage. C'est ça, au passage, je le signale aussi, l'objectif de la sélection clonale en France, c'est de représenter la diversité quand il y en a. On va voir qu'il y a certains cépages qui ont un choix important de clones à planter. Voilà, donc la liste des conservatoires de la région, j'espère que j'en ai oublié aucun, Picpoul, Terré, Clairette, les Mosaques dans l'Aude, conservatoire double d'une autre dans le sud-ouest. Ne pas oublier évidemment en Provence les chambres d'agriculture du Var et du Vaucluse, les conservatoires de Grenache et de Mourvèdre, et le collègue espagnol qui a aussi préservé les variétés espagnoles qui sont venues, y compris celles qui sont venues s'implanter en France. Voilà. Et les collections de référence, les collections nationales, la collection de Vassal et la collection d'Espiguette, qui est le matériel technique qui sert de base à la multiplication, qui conserve aussi pas mal de diversité, même beaucoup de diversité. Voilà, en gros, l'état des lieux de la diversité. Alors, la diversité conservée, c'est une chose, mais une fois qu'on a mis en place cette conservation, qui est le premier maillon vraiment très, très important de maintien de connaissance de ces cépages, eh bien, il y a l'enjeu très important de la multiplication. Alors, la multiplication, là, je vous ai indiqué les surfaces qui sont aujourd'hui en multiplication pour ces cépages. Vous voyez que pour certains d'entre eux, il y en a très peu. Ce sont des cépages qui étaient tombés en désuétude, donc parfois on a trouvé très très peu de souches au vignoble. Aussi, c'est reparti sur rien du tout. La Ramon gris, il fallait se lever tôt pour en trouver dans les vestiges des plantations d'Aramon, par exemple. Et donc, on peut mettre en parallèle l'intérêt culturel que constituent ou qu'ont constitué certains cépages, leur niveau de sélection, le côté abouti un petit peu de la sélection. Le Carignan, les premiers cépages mondiaux pendant très longtemps, il y a 25 clones agréés de Carignan qui représentent déjà une diversité intéressante, même très intéressante,
à disposition de la viticulture. Et un certain nombre, 17 hectares, 18 hectares presque de surface en multiplication. À l'inverse, les ribérinques blancs et gris, quasiment disparus, il n'y a toujours pas, il n'y a pas de clone agréé. Et il y a très peu de surface en multiplication. Mais il y en a un peu, ce qui permet quand même de réaliser des projets vignerons. Alors, l'intérêt d'agréer un clone, au moins un clone sanitaire, il n'est pas juste se faire plaisir, il est qu'à partir du moment où un clone est agréé, statutairement, c'est l'organisation française, l'IFEV, Centre de sélection, est tenu de conserver, de préserver du matériel initial de ce clone. C'est un gage de maintien avec de hautes garanties sanitaires, des tests sanitaires très réguliers de matériel qui est destiné à servir à la multiplication. Voilà, donc c'est le réservoir, le conservatoire de clones du domaine de l'Espiguette au Gros du Roi. Voilà, donc vous voyez, la sélection n'est pas aboutie pour toutes les variétés, mais bon, il faut dire aussi qu'il y a des variétés qui ont été tellement peu retrouvées que quand on ne retrouve qu'une souche, on ne peut pas parler de diversité au sein de la variété, pour aller dans un cas un peu caricatural, mais qui existe. Voilà. Alors, que faire avec tout ça? Aujourd'hui, les objectifs de l'étude et éventuellement de la replantation de cépages patrimoniaux, l'intérêt de ces cépages, il est multiple. D'abord, un intérêt typiquement technique. Variétés adaptées aux conditions qui évoluent, vous le savez, qui vont vers plus de sécheresse probablement, des périodes de chaleur un peu intense, etc. Là-dedans, on a des variétés qui sont particulièrement adaptées au stress hydrique, à la chaleur, etc., qui permettent pour certaines d'entre elles de conserver des degrés un peu plus bas que d'autres, malgré les périodes de réchauffement, qui permettent pour certaines de garder de l'acidité. Donc un objectif, vraiment une possibilité d'adaptation technique à des périodes de réchauffement. Ensuite, on a notre utilisation technique. Certaines de ces variétés sont adaptées à un marché qui semble se développer, une demande du consommateur pour des vins goulayants, plus légers, fruités, etc. On a cité le Morastel, on peut citer le Terré, on peut citer des variétés qui ont un potentiel probablement intéressant en rosé. Je vous ai parlé du Calitor. Voilà. Donc, on a des possibilités de s'adapter à des marchés, à des demandes du marché pour ce genre de produits avec des variétés secondaires. Alors, c'est au cas par cas. Chaque variété a ses caractéristiques. Il n'y a pas un comportement parce qu'une variété est ancienne, elle est plus ceci, plus cela. Pas forcément. Il faut l'étudier, il faut la connaître, comme toutes les variétés. Mais on a dans ce vivier des potentialités de choix, de choses intéressantes. Et ensuite, il y a un marché simplement, moi j'appelle toujours un marché basé sur le patrimoine et la curiosité. Là, on est sur la rencontre d'une curiosité des vignerons qui sont souvent très curieux de savoir qu'est-ce que donnait ce cépage, qui est l'Aspirant, qui était cultivé peut-être dans le village d'Aspirant il y a très longtemps, avant de s'appeler Ribérinque. Donc, il y a cette curiosité vigneronne, il y a une curiosité des consommateurs qui est intéressé, on le voit, par les variétés autochtones inconnues, qui sont en lien avec un territoire, qui ont une histoire qu'on peut raconter. C'est un élément de marketing de raconter l'histoire d'un vignoble, d'une variété en vigne. C'est un avantage important. Donc, rien que cette simple appartenance à un patrimoine disparu est de nature à intéresser les consommateurs. Donc, c'est les principaux usages. Alors, pour connaître un petit peu mieux ces cépages aujourd'hui, on a des travaux scientifiques récents qui débouchent maintenant sur des applications pour comprendre pourquoi une variété est plus ou moins tolérante à la sécheresse. Donc, il y a divers mécanismes qui ont été étudiés. Le principal mécanisme qui a été étudié d'abord, c'est la régulation stomatique. Le stomate, il s'ouvre, il se ferme. Des cépages ont des comportements différents par rapport à cette ouverture stomatique. Il y en a qui restent ouverts longtemps, il y en a qui se ferment tout de suite, il y a des cépages qui arrêtent de fonctionner, d'autres qui continuent à fonctionner malgré la raréfaction de l'eau, etc. Donc, tout ça est beaucoup lié à ce fonctionnement stomatique et donc un certain nombre de publications s'y sont intéressées et ont commencé à classer les cépages en fonction de leur fonctionnement
on s'est rendu compte que le grenache ne fonctionnait pas du tout de la même façon par rapport à l'utilisation de l'eau que le pinot, voilà, par exemple. Mais ça, on a pu le mettre, on le savait, hein, les vignerons l'ont remarqué aussi, mais on a pu mettre des mécanismes derrière. Voilà. Ensuite, des études qui s'intéressent aux mécanismes génétiques hein, de déterminisme de ces caractères. On peut retrouver quelques publications qui ont commencé à décortiquer les mécanismes génétiques du cycle phénologique, ce qui est les gènes qui codent pour plus ou moins de tardiveté, etc. Alors, c'est des mécanismes complets, ce n'est pas un gène hein, qui fait tout. Donc, il y a beaucoup d'interactions entre différents mécanismes, mais des travaux commencent à s'y intéresser. Et également le déterminisme génétique de la transpiration nocturne, qui là aussi joue pas mal sur le cycle de l'eau dans la plante, hein, la circulation et l'efficience de l'eau. Donc, des travaux qui permettront déjà probablement d'aider aux futures créations variétales, quand il y aura des croisements qu'on pourra un petit peu, pas diriger, mais analyser, dont on pourra analyser les descendants génétiquement en fonction de leur potentialité à plus ou moins économiser l'eau, par exemple, ce sera une grande aide pour les hybrideurs et les sélectionneurs. Mais dans un premier temps, ça aide déjà aussi à comprendre ce qui fait l'adaptation à la sécheresse, par exemple. Alors, une donnée macroscopique, c'est le cycle phénologique d'adaptation. Alors là, issu d'une publication de Jean-Michel Boursicot sur les variétés, les milliers de variétés qui sont maintenues dans la collection nationale, l'étalement du cycle des variétés en fonction de la maturité. Donc chaque barre, c'est un nombre, ça représente un nombre de cépages qui arrivent à maturité un certain nombre de jours ou de semaines après une référence qui est le chasselas. Vous voyez, par exemple, 4 semaines après le chasselas, vous avez le grenache. Et il y a un certain nombre de cépages, presque 200 dans la collection, qui arrivent à maturité à peu près à cette période-là. Donc, on voit que c'est une courbe en cloche hein, et que donc, de l'autre côté du pic, on n'a pas beaucoup de variétés qui ont une tardiveté. On va dire, on commence à considérer que c'est tardif, on peut dire à partir de 3 semaines après le chasselas, qui lui est considéré comme précoce. Donc, vous voyez, j'ai placé le pinot noir et le chardonnay qui sont du côté des précoces. Et eh bien, sur le pic, on commence à être tardif. Hein, on est sur des variétés tardives, avec le Iade, le Riverinque, le Grenache, avec les champions de la tardiveté aujourd'hui connus, le Mourvèdre, le Terrette et le Carignan. Et j'ai signalé le Servant, par exemple, le cépage provençal de table, qui lui est vraiment très, très, très loin dans la maturité. On pourrait mettre très loin aussi le Verjus, cépage très, très ancien et qui a une maturité très tardive. Donc, ce genre de diagramme permet un petit peu aussi de prévoir, de dire, en période de réchauffement, il nous faut des variétés plutôt tardives. On peut se positionner, hein, dès qu'on a un petit peu étudié le cycle des variétés en collection, on peut positionner et dire, oui, celui-là, il a peut-être un intérêt dans cette région très chaude et très sèche. Voilà un exemple de données macroscopiques utilisables. Un petit mot quand même, parce qu'on ne peut pas l'éluder sur la sensibilité aux maladies. Donc, il n'y a aucune raison, on entend parfois les vieilles variétés, elles sont plus rustiques. Non, c'est par rapport aux maladies, ça ne veut pas dire grand-chose. Chaque variété, elle a ses forces et ses faiblesses. On n'a pas de résistance au sein des variétés anciennes, vitisiniféra, on a des niveaux de sensibilité. On sait tous que le Carignan est beaucoup plus sensible que le Terré à l'oïdium. Donc, ces différences, on peut les caractériser en collection. Je parle de l'oïdium parce que c'est une maladie prégnante en Languedoc, mais c'est valable pour toutes les maladies, y compris les maladies du bois. Donc, aujourd'hui, nous avons des programmes qui nous permettent qui nous font cribler, caractériser les sensibilités aux maladies avec l'INRA, dans les collections hein, principalement, en l'absence de traitement et avec traitement. Voilà. Donc aujourd'hui, on connaît un petit peu mieux hein, le comportement, les faiblesses ou éventuellement les moindres sensibilités. J'ai cité par exemple le Terré qui est peu sensible à l'oïdium, mais ça, je pense que beaucoup sur le terrain l'avaient déjà remarqué. Et tous ces constats, toutes ces différences sont valables pour toutes les maladies. Pour terminer la dernière partie de cette présentation, comment on fait, quels sont les moyens de valoriser ce qu'on a aujourd'hui, le champ des possibles qu'on connaît, qu'on a en collection, parce que là, il y a plusieurs catégories, plusieurs types de cas de figure. Il y a les cépages qu'on connaît beaucoup,
qui ont été beaucoup plantés ou qui le sont encore, qui sont inscrits au catalogue, qui sont utilisés en IGP, en AOP, voilà, bon, le Grenache, le Carignan, etc. Là, l'intérêt, l'amélioration qu'on peut amener, c'est d'exploiter la variabilité. Là, on parle de sélection. Donc, vous avez vu qu'il y a des cépages comme le Carignan, il y a déjà beaucoup de clones agréés. Donc, une possibilité déjà d'utiliser une certaine diversité. Il y a des cépages où il y a encore des travaux de sélection à faire, mais c'est beaucoup, pour beaucoup, quand c'est possible, quand il y a du matériel disponible, quand on a réussi à en trouver un petit peu. Comme je l'ai dit, si on n'a trouvé que 2 ou 3 souches, la variabilité, par définition, on ne l'aura pas, hein, on n'en aura pas. Voilà. Ce qui n'est pas du tout le cas du Carignan, par exemple, où il y a beaucoup de variabilité. Voilà. Donc là, l'enjeu, il est de pouvoir proposer, de sélectionner, de proposer des comportements différents au sein des grandes variétés. Ça, c'est déjà pas mal fait pour les grandes variétés, mais pas pour tout encore. Il y a encore du travail de sélection à faire, même si pour certains cépages, comme je l'ai dit, elle est très aboutie. 47 clones agréés de pinot noir. Bon, pour citer un autre exemple, là, on a une forte variabilité et elle est représentée par la sélection clonale. Voilà. Les cépages qui sont inscrits au catalogue, mais qui sont tombés en désuétude, qu'on n'a pas retrouvé beaucoup, etc. Là, l'enjeu, c'est ce que je vous ai dit, c'est d'acquérir des données, de connaître le comportement pour pouvoir, avec un petit peu de fiabilité, dire celui-là, il a des chances de correspondre à ce que vous voulez en faire ou pas du tout. Voilà. Ensuite, l'enjeu de conserver du matériel sain, sain par rapport principalement aux viroses de la vigne, il est très important. On a été amené, pour certaines variétés secondaires, et on est encore amené à assainir, déviroser des souches parce que, bon, c'est des travaux un petit peu qui prennent un peu de temps, parce qu'on n'a pas retrouvé sous une forme sanitaire intéressante ces variétés au vignoble. On est à faire des travaux d'assainissement. Donc aujourd'hui, ces variétés, il y a une possibilité, une ouverture qui a été faite par l'INAO d'expérimenter des variétés patrimoniales inscrites au catalogue dans les différents vignobles. C'est le dispositif INAO qui s'appelle variétés à fin d'adaptation. Il y a des vignobles qui ont commencé en appellation à proposer des listes à l'INAO à expérimenter. Alors, il y a un cahier des charges d'expérimentation, etc. Mais c'est une ouverture dans laquelle pourrait s'engouffrer un certain nombre de variétés secondaires qui ne font plus partie des appellations aujourd'hui, par exemple. Voilà. Sinon, elles sont condamnées, enfin condamnées, ce n'est pas une condamnation, sinon elles sont obligatoirement destinées aux vins sans IG ou aux IGP. Voilà. Ensuite, dernière catégorie, les orphelins qui ne sont même pas inscrits au catalogue, c'est-à-dire qui sont de fait administrativement non autorisés à la culture. Donc, là, l'objectif, il est d'abord de les sauvegarder, de mettre du matériel sain dans une collection, voire d'assainir, comme je l'ai dit, d'acquérir des données dans ces collections, de pouvoir, en contractualisant une convention avec un vigneron, de pouvoir installer par exemple des parcelles d'essai par un vigneron intéressé par une remise en culture d'un cépage patrimonial. Donc là, il est quand même préférable que ce soit un partenariat entre une structure, une chambre d'agriculture, une structure d'expérimentation et le vigneron, parce que les dérogations au classement des cépages pour la plantation par France Agrimaire, elles sont contraignantes. On s'engage à ne pas revendiquer le cépage, parfois à ne pas vendre de vin. Enfin bon, il y a différents cas de figure. Bon, c'est pour ça que dans ces cas-là, il vaut mieux avoir des données préliminaires pour se dire qu'il y a de bonnes chances que ce cépage, on le demande à l'inscription rapidement et qu'on puisse régulariser les parcelles implantées sous dérogation. Voilà. Mais là aussi, c'est ouvert, il y a des possibilités pour ces variétés, même orphelines. Voilà. Alors, en conclusion, l'encépagement, il a toujours évolué dans toutes les régions viticoles, mais particulièrement dans le Languedoc. C'est un territoire où il y a eu beaucoup de passages, avec une longue antériorité, je l'ai dit, où il y a eu vraiment beaucoup d'adaptations. Toutes les vagues différentes de modes sont passées par le Languedoc, les productions de masse, les productions les hybrides bouchés, les cépages teinturiers, la gamme des hybrides aussi qui n'a pas épargné le Languedoc, l'ouverture aux cépages étrangers. Enfin, il y a eu beaucoup de mouvements, parfois assez rapides, dans le vignoble du Languedoc. Et c'est toujours, à mon avis, en cours, un mouvement qui est en cours, avec les anciennes variétés, les nouvelles variétés, des nouveaux hybrides variétés résistantes aux maladies et des cépages étrangers qui arrivent. Mais de l'antériorité de ce territoire, au niveau de la culture de la vigne, il est né
une forte diversité. Je vous ai un petit peu présenté le réseau des conservatoires dans le Languedoc. Cette diversité, c'est un atout aujourd'hui. Ce sont des éléments dont on peut se saisir pour permettre des adaptations au marché et aux évolutions climatiques. Voilà, c'est une chance dont il faut travailler aujourd'hui, qui est travaillé, mais comme vous l'avez vu, c'est un mouvement français et même mondial d'intérêt accru pour ces variétés patrimoniales. Voilà. J'espère que cette petite présentation un peu rapide, dense, vous a intéressé. Je vous remercie. Merci Olivier. Alors, j'ai eu une question là justement sur les nouvelles variétés résistantes. Une personne me demande qu'en est-il de ces nouvelles variétés résistantes. Qu'en est-il? Alors, il y en a aujourd'hui, juste pour dresser le panorama, il y a 5 variétés qui sont inscrites au catalogue et classées. Donc, ils sont les 4 variétés INRA Resdur et une autre variété d'origine étrangère qui est le Sauvignac. On a 12 variétés allemandes, suisses et une italienne, le Sorelli, qui sont classées sans être inscrites au catalogue. Enfin bon, ça, ce sont des subtilités, mais bon, ça veut dire qu'on peut les planter et les revendiquer. Donc ça, vous les connaissez peut-être, le Brunner, le Johanniter, voilà, un certain nombre d'obtentions un petit peu anciennes. Et il y a des variétés qui sont temporairement classées pour expérimentation, qu'on appelle les variétés bouquets, dans le Languedoc-Roussillon spécifiquement, qui sont en cours d'expérimentation. Donc bon, l'histoire est un petit peu complexe, elles ont commencé à être expérimentées. L'INRA avait pris une position scientifique d'attente pour privilégier les variétés polygéniques, mais finalement, ces variétés, à la demande des vignerons, ont été débloquées pour être expérimentées. Donc aujourd'hui, si la question concerne ces variétés qui ont été expérimentées dans le Languedoc et qui sont toujours aujourd'hui en cours de développement d'expérimentation, c'est en cours. Il y a une période nécessaire. Les classements temporaires, ils sont faits pour permettre des expérimentations en grand volume sans bloquer administrativement les plantations. Parfois, je ne sais pas si c'est sous-jacent à la question, l'impression que tout le monde voudrait que ça aille plus vite. Le problème, c'est que sur les premières qui ont commencé à être expérimentées, les 6 premières variétés bouquets, il y en a 2 qui ont montré des problèmes. Donc, il faut se laisser le temps de l'expérimentation. Les problèmes, ça peut être une fertilité minable, des problèmes importants de compatibilité au greffage, etc. C'est ce genre de choses qu'il faut vérifier. Donc, voilà, là aujourd'hui, il y a des choses qui sont utilisables sans restriction, mais parmi les 12 qui sont en classement définitif, les variétés étrangères comme le Brunner ou le Johanniter ou le Regent, par exemple, il y en a peu qui sont adaptés au Languedoc. Il y en a qui peuvent s'y adapter, mais il y a beaucoup de choses précoces, il y a des choses un peu fragiles. Donc, bien se renseigner sur les variétés là-dessus. Les 5 variétés, les Resdur et le Sauvignac, là, elles sont connues, elles sont décrites, toutes les caractéristiques sont dans le plan de grep, et les autres sont en expérimentation. Voilà ce qu'on peut dire. Merci Olivier. Je profite de cette question sur les variétés résistantes. Peut-être vous pourriez nous éclairer sur un distinguo qui est intéressant et qui prend tout son sens ce soir. C'est la distinction entre un cépage et une variété. Alors, c'est pas une règle botanique, c'est juste un critère un petit peu linguistique et d'élégance. Le mot cépage, c'est un vieux mot de la langue française. Qui apparaît au début du XVIe siècle, si je me rappelle bien, dans les vers d'un poète, et qui désignait les variétés qu'on souhaite voir réservées aux variétés de Vitis vinifera, les variétés traditionnelles anciennes. C'est un mot qui n'a pas d'équivalent dans les autres langues, excepté en italien, autre pays, l'Italie, de très longue évidemment tradition de culture de la vigne, même bien plus longue que la France. On dit vitigno ou vitigni, c'est l'équivalent de cépage en français. Il n'y a pas d'autre équivalent dans les langues pour désigner une variété de vigne. On voudrait considérer que le mot cépage, il désigne les variétés traditionnelles de Vitis vinifera. C'est pourquoi tout ce qui est aujourd'hui issu d'hybridation
avec des espèces d'origine américaine et d'origine asiatique, il est préférable de leur réserver le terme de variété, qui est un terme international, qui est très clair. Variété résistante, quand on dit résistant, c'est forcément un hybride. Qu'on veuille l'avouer ou pas, ce sont des hybrides qui ont intégré des gènes de résistance issus de croisements avec des espèces d'origine américaine ou asiatique. Donc, cépage résistant, pour nous, ça nous écorche les oreilles parce que cépage Vitis vinifera, on n'a pas de résistance dans Vitis vinifera, hélas. Donc, il est nettement préférable d'utiliser le terme de variété résistante. J'ai bien conscience que c'est une espèce de cause perdue. Tout le monde parle de cépages résistants, tous les sites parlent de cépages résistants. Ça ne nous semble pas extrêmement correct. Voilà. Merci. Alors, j'ai un remerciement pour cette présentation accessible sur un sujet passionnant, la valorisation de nos territoires par la mise en avant des cépages patrimoniaux. Donc, je vous transmets. Merci. Et une question, alors quelqu'un qui doit vous connaître, qui dit « Ton avis sur les hybrides interdits pour lesquels des velléités de réhabilitation existent ?» Mon avis. Oui, il y a 6 hybrides qui ont été interdits en 1935, c'est vrai qu'en d'autres temps, et pour des raisons à l'époque de surproduction et de mauvaise qualité de ces vins. Après, l'interdiction, elle est ancienne. Est-ce qu'elle a encore lieu d'être? Les allégations de toxicité à cause du méthanol qui serait en excès dans ces vins, finalement, ça a été largement démontré que ce n'était pas le cas. Quand il y a un excès de méthanol, c'est parce que les techniques de vinification, quelle que soit la variété, font trop macérer. Le méthanol, il est issu de la dégradation enzymatique des pectines. Donc, on n'a pas de problème de santé. C'est simplement des goûts, pour certains d'entre eux, assez particuliers, les goûts foxés, les fameux goûts foxés du Noah, de l'Othello ou de l'Isabelle. Il y a tous les goûts sont dans la nature, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Après, je ne pense pas qu'il constitue une part importante de l'avenir de la viticulture. Alors, on peut se tromper, mais je ne pense pas. Je pense que les nouvelles variétés résistantes sont plus intéressantes, plus abouties. Là, aujourd'hui, il y en aura de plus en plus parce que les travaux continuent en termes de qualité. Voilà. Là, on est sur des choses, mais après, sur des vins de curiosité, là aussi, on est sur un patrimoine historique plus récent, qui sont des hybrides importés des États-Unis, mais ça fait quand même partie de l'histoire viticole, le phylloxéra, la crise post-phylloxérique, etc. Voilà ce que je peux en dire. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu, mais… Merci. Jean-Philippe, tu veux ajouter quelque chose? Non, j'ai pas beaucoup de voix. J'ai un problème de voix énorme, donc je n'ai pas beaucoup de questions, mais moi j'ai pris un grand plaisir, naturellement, avec Olivier, et j'ai reconnu un peu cette motivation et cet engouement-là pour ces cépages. Moi, la question que je pouvais me poser, que je me pose, pourquoi on met autant d'argent dans ces variétés résistantes et pourquoi on ne met pas plus d'argent sur notre patrimoine, et que ce soit l'IFV, l'INRA, et je ne comprends pas pourquoi, alors que certains cépages sont moins sensibles à l'oïdium. Alors peut-être que le mildiou, c'est une raison, mais ces cépages, ces variétés résistantes, la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce qu'elles vont être adaptées au climat, au nouveau climat? Et ça, je crois que c'est une autre question qui arrive et qui doit être vérifiée. Alors qu'on sait très bien que ces cépages patrimoniaux, qui sont restés pendant, où il y a eu des périodes où il y a eu des réchauffements, résistent quand même. Aujourd'hui, on est conscient que certains résistent mieux que les nouveaux cépages qu'on a plantés à la sécheresse ou au changement climatique. Oui, alors, plusieurs réponses. Déjà, pourquoi on met pas mal d'argent dans la création variétale de variétés résistantes? Parce que c'est une demande extrêmement forte de tout le monde.
Là, bon, l'expérience maintenant montre qu'on tombe d'au moins 80% en termes de traitements phytosanitaires, puisqu'on supprime beaucoup de traitements antifongiques qui sont les plus fréquents en vigne. Voilà, donc ça correspond à une demande très forte, à une urgence même carrément, bon, voilà, des injonctions de faire progresser la situation. Voilà. Ensuite, sur les adaptations aux différentes conditions climatiques, en particulier la sécheresse. Oui, alors chaque variété a ses caractéristiques. Donc, bon, celles qui ont été sélectionnées en Allemagne, les fameuses variétés dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on a transférées en France, qu'on a classées, bon, il y en a beaucoup qui, effectivement, ne sont pas adaptées. Elles ont été sélectionnées pour des zones fraîches, tardives, pour d'autres. Donc bon, il se peut qu'il y en ait une ou deux au milieu qui soient un peu plus adaptées que les autres, mais elles n'ont pas été sélectionnées pour ça. Donc, peu de chances, effectivement, qu'on ait des solutions lourdes qui correspondent au climat méditerranéen. Mais il y a aujourd'hui des programmes de création variétale en cours qui visent justement à travailler avec des variétés croisées, des géniteurs de résistance, avec des variétés qui sont connues comme étant très tolérantes à la sécheresse, pour obtenir une gamme de nouvelles variétés résistantes avec cette adaptation aussi, si possible, parce qu'on ne connaît pas encore le déterminisme génétique, on ne sait pas comment ça se transmet, est-ce qu'on va avoir des enfants dont certains vont être tolérants à la sécheresse ou alors est-ce que ça va trop se diluer, etc. Enfin, là, aujourd'hui, mais il y a des programmes engagés pour ça. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui. Ouais, j'ai quelqu'un qui demande comment faire pour augmenter la visibilité de certains cépages patrimoniaux dans nos AOP régionales. Avec l'inscription au catalogue, avec les… Eh bien, au niveau des ODG, se mettre d'accord entre tous les vignerons des appellations pour demander à l'INAO l'introduction de ces variétés à fin d'adaptation dans le nouveau dispositif qui est permis. Voilà. Que d'ailleurs, l'AOC Languedoc a fait récemment. Voilà. Bon. Donc là, après, il faut… À mon avis, après, chacun fera comme il veut, mais y réfléchir, regarder les variétés qui peuvent correspondre à ce qui est l'esprit de telle ou telle appellation, dire oui, bon, le côté patrimonial, il y est déjà par rapport à l'introduction de cépages étrangers, comme ça se demande dans certaines appellations. Là, au moins, on a le lien à la tradition, à l'antériorité, au patrimoine. Bon. Mais après, ils ont des caractéristiques, ces variétés. Il faut les choisir en fonction du type de l'appellation, etc. Enfin, chaque appellation a le choix de ce qu'elle va demander, quoi. Mais on a aujourd'hui un certain nombre d'informations sur les caractéristiques de ces cépages et on peut avoir une idée de ce qu'ils peuvent apporter dans une appellation. Il y a peut-être certaines variétés qui pourront rentrer dans des appellations, mais avec une spécialisation pour le rosé, par exemple. Voilà. C'est un exemple. Et alors, pour continuer dans le débat sur les variétés hybrides, etc., résistantes, la personne dit, je pense qu'elle connaît, c'est Laurent Deguin, donc je pense que vous connaissez. Oui. Jean-Philippe, nous ne négligeons aucune piste patrimoniale, innovation, tous les fers sont au feu. Oui, tout à fait. Là, j'en suis l'exemple vivant. Bon, on est impliqué dans les programmes de conservation, d'études, d'évaluation d'anciennes variétés, tout comme de nouvelles variétés, y compris dans des programmes de création variétale de nouvelles variétés résistantes, dans des gros programmes de prospection un peu partout en France pour essayer de dénicher les dernières perles rares ou inconnues qui peuvent encore être préservées dans des vieux vignobles, etc. Donc oui, effectivement, Laurent, il a raison de le signaler. Tous les chapitres, enfin toutes les têtes de chapitre sont mises en avant, enfin en tout cas sont travaillées par l'IFEV. Voilà. Après, effectivement, oui, il y a des priorités, il y a des moyens, il y a des besoins sur la création variétale de variétés résistantes, oui, clairement. Oui. Ok. Nous voyons aujourd'hui, pour répondre à une question là, sur les ODG, une demande des jeunes vignerons de revenir et d'augmenter ce pourcentage. Je le disais un peu au tout début. Donc, c'est simplement une volonté des vignerons. Si nous plantons, c'est vrai qu'il n'y a pas de prime de plantation pour ces cépages-là patrimoniaux, mais il faut les réintégrer naturellement dans ces demandes-là
c'est une volonté des vignerons. Si les vignerons s'organisent entre eux, si les syndicats s'organisent entre eux, ces cépages patrimoniaux reviendront dans les appellations. Ce qui peut être inquiétant sur certains pourcentages de ces cépages, c'est de modifier complètement. Il y a des goûts différents qui arrivent. Alors des goûts peut-être un peu plus spécifiques, je crois, en fonction des terroirs. Ce que je sais, c'est que je vois chez certains vignerons, j'en nommerai simplement deux parce que je les ai en tête, François-Henri ou Thierry Navarre, qu'on aurait pu faire intervenir dans ce webinaire. François-Henri est là. Hein. Il peut bon, d'accord. C'est des passionnés et ils font des vins superbes et que j'adore. Et ça, on peut aller chez eux et j'espère que prochainement, on pourra faire une dégustation à sa portasse sur tous ces cépages. Olivier, naturellement, on t'invitera. Et je sais qu'il y a des passionnés de l'histoire. Je sais que Jean-Michel Boursicot continue à travailler avec Marc Medevielle, qui avait animé il y a 3 ans cette rencontre-là sur les cépages patrimoniaux. Donc voilà. Donc si François-Henri est là, à ce moment-là, il nous fera passer des échantillons. Mais c'est important de voir que ce soit le Ribérenc, le Yad, le Picpoul noir, le Terré noir, ces cépages commencent à être replantés et surtout, il faudra que la profession préserve ce que tu disais tout à l'heure avant que ça disparaisse et aussi qu'on puisse multiplier. Notre souci aujourd'hui, c'est de se fournir du matériel végétal. J'espère que des Didier Viguier vont se multiplier dans la région, dans l'Hérault en tout cas, ou dans le Gard et dans les PO, pour qu'on puisse maintenir ces conservatoires et qu'on puisse demain ne pas le regretter, de ne pas regretter de perdre certains cépages qui sont vraiment de chez nous. Voilà, moi, parce que là, tu as bien fait de le citer, hein, parce que bon, là, on peut signaler le travail quand même énorme hein, de Didier Viguier, l'infatigable Didier Viguier, qui ne nous écoute pas là parce qu'il est dans son atelier bois et plan à Palaja. En ce moment, il y a beaucoup de travail. Il joue un rôle majeur dans la préservation, dans la recherche, dans la multiplication de ces variétés anecdotiques du Languedoc, enfin, qui sont devenues anecdotiques pour certaines d'entre elles. Donc, il a fait un travail et il fait un travail assez extraordinaire pour ça. Pour ça et pour d'autres choses, mais pour ça particulièrement. En tout cas, le syndicat de l'AOP Languedoc est très ouvert là-dessus. Et on en parle souvent au conseil d'administration. Voilà, il faut maintenant les planter, les goûter. Et je sais que chaque fois qu'on fait goûter ces cépages, à une dernière réunion sur Saint-Georges-d'Orc, où il y a historiquement ces vieux cépages sont implantés là-bas, il y a des vignerons qui nous ont demandé de goûter parce qu'ils ne veulent pas planter aussi n'importe quoi. Donc, simplement parce qu'on leur en parle. Et je comprends très bien, surtout c'est des vignerons qui arrivent un peu de l'extérieur et qui n'ont jamais goûté ce style de vin. Je crois qu'il est temps, il est l'heure. Sandrine, non? C'est bon, j'ai plus de questions. Mais de toute façon, il y en a une qui arrive, je vous dis. Allez, une dernière. Alain Razingle qui nous demande quid des aptitudes œnologiques des variétés résistantes à la sécheresse et à la chaleur et comment prioriser leur qualité aromatique et gustative en termes d'équilibre. Oh là, on peut rester encore longtemps. Là. Oui. Alors, les aptitudes œnologiques des variétés résistantes à la sécheresse et à la chaleur et comment prioriser leur qualité aromatique et gustative en termes d'équilibre. Oh là là, ça ne m'étonne pas d'Alain qui pose une question de cette nature. Je le salue d'ailleurs. Bonjour Alain. Ouais, je ne sais pas trop répondre. Oui, effectivement, c'est juste pour insister sur le fait qu'on a besoin de ces données, on a besoin de les caractériser. Donc, les aptitudes œnologiques, il faut les connaître de la même façon que les aptitudes agronomiques. Donc, les aptitudes œnologiques, oui, ça se jouera dans des équilibres, dans des familles aromatiques. Voilà, et dans l'équilibre à maturité, en termes d'équilibre sucre-acide, principalement à maturité. Voilà, je ne sais pas répondre beaucoup plus loin, mais en tout cas, ça souligne le besoin vraiment d'acquérir, de caractériser ces variétés pour pouvoir chacune leur trouver leur créneau, ou en tout cas limiter un peu les chances de se tromper par rapport à un usage possible, quoi. Voilà.
Très bien, merci. Écoutez, je redis que de toute façon, j'enverrai la présentation d'Olivier, le lien vers le replay demain à toutes les personnes qui s'étaient inscrites. Et si jamais vous ne le recevez pas, vous pouvez demander par mail. Voilà, merci beaucoup à tous d'avoir participé. Merci infiniment, Olivier. C'était très, très intéressant. Merci.